J'ai quitté le pays à cause de la guerre du Vietnam et avec le Boat People. La guerre a duré pas mal de temps. Les deux guerres de l'Indochine et du Vietnam a tué des millions de personnes. Les officiers, surtout les soldats, ont accepté une humiliation, mais pour l'avenir du pays et pour l'avenir des enfants. Les citadins, les bourgeois, les riches sont renvoyés des capitales, des villes, pour aller dans ce qu'on appelle les nouvelles zones économiques où il n'y avait rien. J'avais 16 ans quand j'ai quitté le Vietnam. Je crois que le Grand Saconnet a été la première commune à accueillir, sauf erreur, 2 sœurs qui étaient des Boat People. Et c'était en tout cas une première à Genève. Et c'est vrai que cette amitié est restée puisque ces 2 sœurs, une travaille encore à la Fondation de la Petite Enfance, que j'ai le plaisir de présider. Et je crois qu'elle va prendre sa retraite. Mais c'est vrai que c'est des gens qui nous ont accompagnés pendant longtemps au Grand Saconnet et qui nous ont tout de suite attachés à cette problématique du Vietnam. Ils étaient refusés d'entrer dans les universités. C'est pourquoi la plus forte raison du départ, de l'acceptation des dangers en mer, c'est d'avoir la possibilité de fournir à nos enfants un avenir qu'ils puissent étudier et devenir des gens honnêtes, des gens bien pour la société. C'est une des communautés étrangères probablement les mieux intégrées ici à Genève. On ne compte plus les médecins, architectes, chefs d'entreprise d'origine vietnamienne. Certains sont même actifs en politique locale. Les réunions entre communautés vietnamiennes et suisses sont toujours très fréquentées et l'on se marie de plus en plus souvent, même si c'est encore un sujet de film. Nắp con nay không còn Hoàng Trường Sa nay không còn mẹ Việt Nam ơi. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm. Pourtant, entre le Vietnam et la Suisse, il y a bien des différences. Il suffit d'observer la circulation pour s'en convaincre. La notion de passage protégé n'existe pas, et pourtant ça marche. Je pense qu'il y a un élément qui les caractérise tout particulièrement, c'est, comme les Suisses, le fait de trouver une forme d'accomplissement dans l'activité professionnelle, le goût du travail bien fait. Une grande capacité à ne pas vouloir dépendre de l'aide sociale, par exemple, une grande capacité à vouloir se débrouiller toute seule, et beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, de discernement sur ce qui va être utile, ce qui va être important pour elles. Oui, ce sont des personnes qui ont une très très grande capacité d'adaptation. Quelqu'un qui a travaillé ici pendant peut-être une dizaine d'années dans un de nos services, et c'était vraiment quelqu'un qui donnait vraiment un allant et une envie, qui imprimait vraiment un état d'esprit volontaire dans ce service. C'était très impressionnant. Je pense que c'est des gens qui ont aussi une grande attention à avoir des bons résultats scolaires, d'avoir un cursus scolaire et professionnel toujours assez remarquablement exemplaire, de quelques milieux qui viennent, je dirais. Hein. Et
Et ça, c'est bien. C'est vrai que je ne sais pas si on a tous cette capacité ici chez nous, mais en tout cas, c'est une capacité que j'ai relevée chez nos amis les Vietnamiens, que je trouve assez remarquable aussi. Donc les Asiatiques en général et les Vietnamiens en particulier ont effectivement ce goût d'apprendre, de se former. Probablement la conscience qu'on a un peu perdue dans le monde occidental, que l'accomplissement et la réussite sociale passent par le travail, notamment la formation et une bonne formation. Certainement l'éducation, certainement le parcours de vie avec différentes influences au fil du temps qui ont fait que c'est des personnes qui ont peut-être plus encore développé des capacités de survie que d'autres. Je sais combien le lien avec la mère patrie est importante et d'ailleurs ça me permet de dire toute l'admiration que j'ai pour la communauté vietnamienne qui arrive à la fois à être merveilleusement intégrée ici en Suisse, tout en gardant très vivantes les traditions et la culture du pays d'origine, notamment dans les fêtes du Kosunam. Il y a un grand volet culturel qui est très impressionnant et on voit donc les jeunes, les enfants qui participent très activement à ces spectacles. Je pense que c'est une grande richesse que d'avoir cette double culture et je ne peux que féliciter leurs parents finalement de leur transmettre. Les fêtes organisées pour le Tet, le Nouvel An vietnamien, sont toujours un moment fort pour la communauté et ses amis qui se réunissent nombreux, montant des spectacles hauts en couleurs. Une fête aujourd'hui prise en charge par les jeunes. Même à Lausanne, quand on me croise dans la rue, les gens sont étonnés que je parle bien français. Ils m'abordent toujours en anglais. La question qui se pose aujourd'hui pour tous ces jeunes, c'est celle du retour au pays. Hanoï dit les accueillir à bras ouverts. Je ne pense pas en tout cas à trouver le pays que mes parents m'ont décrit parce que le Vietnam se développe énormément. J'ai un peu d'appréhension, mais voilà, je ne sais pas. J'ai eu la chance d'aller quelques fois dans l'espace de quelques années et la différence était très flagrante. Et oui, les constructions, le développement routier ainsi que l'économie tout simplement. J'aime bien aussi l'ambiance le soir et l'animation dans les rues. Je pensais évidemment à tous les conflits dont ils ont été la victime, avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Français, avec les Américains. Aucun ressentiment, au contraire, des gens toujours souriants, aimables et très compréhensifs. J'ai imaginé faire un stage là-bas pour apprendre plus sur la culture et pouvoir apprendre au niveau de la médecine aussi. L'appel des racines et le boom économique sont des motivations profondes. Dommage que l'omniprésence du Parti communiste pose de vrais problèmes. Je ne pense pas que je puisse y vivre de manière permanente. Il y a encore du chemin, notamment avec Internet. On sait que c'est un des pays où la censure est très, très présente. Tant que ce régime reste encore en place, je ne veux pas revenir là-bas. Alors je ne retourne pas par conviction personnelle. Donc je me suis promis de ne pas retourner tant que le Vietnam n'aura pas retrouvé la liberté et la démocratie qu'il mérite. Et je fais tout à l'étranger pour œuvrer dans ce sens. À partir du moment où ils voient que les choses, que les médias en parlent, que ça attire l'attention des gens, alors tout de suite le régime politique met la grappe dessus. Je suis allé au Vietnam en 1997. Il s'agissait pour moi de donner une conférence sur Genève et ses enfants en ouverture du sommet de la francophonie. On était dans cette phase de l'économie de marché qui a vu au fond les investissements, les exportations repartir de plus belle, mais avec quand même une répression intérieure, une interdiction des principales libertés qui se voyait au fond sur le visage des gens. Corollaire du manque de liberté publique et de la pression sociale envahissante, l'ordre règne au Vietnam.
au point que les transporteurs de fonds n'ont même pas besoin d'être armés. Ils en profitent pour amener aussi les sandwichs de midi. Il y a eu d'abord une corruption galopante, un népotisme effrayant, et puis alors un renforcement de tout l'appareil policier, puisque celui qui distribuait un tract était immédiatement accusé de terrorisme. C'est d'autant plus inacceptable qu'en 1997, les États-Unis ont repris leurs relations diplomatiques avec le Vietnam, qu'à cette occasion, il y a eu une promesse du Vietnam qui recevait une aide financière de respecter les droits de l'homme. Et bien, ces droits de l'homme sont foulés aux pieds tous les jours. Donc c'est là où on voit que la réelle politique qui consiste à favoriser un régime dictatorial, parce qu'il s'agit d'un régime dictatorial contre certains autres avantages économiques, eh bien c'est quelque chose qui est inacceptable de nos jours. Le fait est que si la libéralisation économique a fait faire des pas de géant au pays en une quinzaine d'années, en l'absence de liberté démocratique, elle a profité bien plus vite encore aux proches du pouvoir. Si les motos ont remplacé les vélos, la proportion de voitures de grand luxe est unique au monde, d'autant que le parc automobile est encore très clairsemé. Heureusement d'ailleurs, pour la pollution et les encombrements. Toujours est-il que l'éventail des revenus est phénoménal, entre des paysans et des ouvriers qui gagnent moins de 100 francs par mois, une classe moyenne qui peut espérer multiplier ce chiffre par 4 ou 5, et une poignée de millionnaires qui n'ont rien à envier aux nôtres. Quelqu'un qui touche le revenu minimum vietnamien, il lui faut presque 200 ans de revenu minimum pour se payer une Audi A6. Alors pourtant, il y en a des centaines et des centaines à Saigon, à Hanoï. Alors comment ces fortunes sont constituées en si peu de temps? Je pense que la corruption est endémique. La corruption est légendaire au Vietnam. Un des moyens de s'enrichir très facilement, c'est de, par exemple, il y a une spéculation financière et immobilière qui se crée depuis on va dire 15 ans en fait, avec la croissance économique. Donc très souvent, les gens qui ont des pouvoirs sur un hameau, un district, un quartier de la ville, lorsqu'ils savent, lorsque ces fonctionnaires savent qu'un tel quartier va être rénové ou bien va être rasé pour être construit à la place un centre commercial, eh bien 1 an à l'avance, voire 2 ans à l'avance, ils vont exproprier de force les habitants moyennant une petite rétribution de quelques centaines de dollars pour leur perte de leurs biens immobiliers. Et 2 ans après, ils les revendent des fortunes, des centaines de milliers de dollars de la parcelle qu'ils ont volée en fait, à ces paysans-là. Ces gens-là manifestent parce qu'ils n'ont plus rien en fait. Ils n'ont pas d'autre métier que de vivre dans la rue de mendicité. Et ça conduit parfois des fois à des gestes extrêmes, comme des immolations par le feu devant le bureau, par exemple, du gouvernement. Alors ce n'est plus un régime communiste, mais c'est un régime, il n'en reste pas moins que c'est un régime dictatorial et puis autoritaire. J'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer plusieurs résistants dans des endroits discrets. Leur détermination m'a d'abord frappé, et puis également le sacrifice qu'ils font, parce que c'est leur vie entière qui est placée sous le signe de leur résistance. Leur vie personnelle, leur vie professionnelle est menacée par leur engagement. Devant les risques réels des manifestations au Vietnam même, la communauté de Suisse n'hésite jamais à relayer les problèmes en manifestant sur le parvis des Nations Unies. Ma mère est un écrivain qui est contre le gouvernement vietnamien. À cause de son combat, il y a 2 mois, elle a été de nouveau condamnée à 3 ans et demi de prison fermée. L'ambassadeur, qui était parfaitement au courant de cet emprisonnement, du jugement de Madame Tran, m'a raconté une histoire
assez étonnante sur la manière dont Mme Tran se serait comportée et la raison pour laquelle elle a été jugée et la raison pour laquelle elle a été emprisonnée. Et je lui ai vraiment dit que mon rôle et mon but, et surtout que j'étais allé là-bas et j'étais en tout cas accueilli en tant que magistrat, étonnamment, et pas du tout comme militant du COSUNAM. Donc mon rôle n'était pas du tout de juger ou de critiquer ou de donner mon avis sur la manière dont le jugement s'était opéré, mais bien d'essayer de faire que Mme Tran, qui était, je crois, vraiment gravement malade dans sa prison, puisse être libérée le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'est une belle chose, mais finalement, le gouvernement vietnamien, je pense aussi avec la pression d'autres gouvernements, et je pense notamment des Américains, a décidé que cette dame devait être expulsée. Et cette dame est maintenant heureusement soignée aux États-Unis. Et on espère aussi la rencontrer une fois au Grand Saconnex. On espère la faire revenir, ça nous ferait plaisir. Le Vietnam a fait sa mue, comme en Chine. Ouverture touristique, ouverture économique, mais d'un point de vue social, culturel, politique, c'est le néant encore, malheureusement. Non seulement je suis allée au Vietnam, mais j'ai rencontré plusieurs résistants, des maraîchers et des pêcheurs du delta du Mekong, qui étaient entrés en résistance pour éviter d'être évacués, d'être expulsés de leurs terres ancestrales, parce que le gouvernement avait décidé d'y construire des casinos, des bordels et des hôtels pour touristes, et que sans leur demander leur avis, ils étaient expulsés, donc perdaient leur terrain, mais aussi leur outil de travail. Certains qui avaient osé tenir tête se retrouvaient en prison, et j'étais à leur côté pour les pétitions avec le COSUNAM de Genève, pour d'abord leur témoigner notre soutien et m'engager aussi en tant que député, ce qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un courrier à l'ambassade du Vietnam, auquel je n'ai encore jamais eu de réponse. Deuxièmement, j'ai rencontré des intellectuels à Hanoï, dont le père de famille était en prison pour avoir dénoncé des exactions, dont l'avocat était harcelé en permanence, et une famille tout à fait admirable qui résistait, qui était habituée depuis de longues années à être connue comme des intellectuels, des penseurs, des gens qui sont utiles à une société pour continuer à faire grandir cette société, et qui était extrêmement persécuté. Pour cette famille-là, j'ai aussi demandé un rendez-vous à l'ambassade du Vietnam et je n'ai toujours pas eu de réponse. Et j'ai également rencontré des prêtres catholiques à Hanoï qui, eux, alors résistent pour que leur église ne soit pas transformée en discothèque, qui sont régulièrement harcelés par les représentants du gouvernement qui viennent transformer leur église avec des baffes, des haut-parleurs et des musiciens en salle de jeu et en nightclub. Et eux, en résistance, appellent leurs fidèles et ils se retrouvent avec 2000 fidèles qui viennent encercler les malpolis qui viennent faire de la musique dans l'église. Et ils arrivent à résister comme ça en postant après sur Internet leur résistance. Ils frisent le code, ils prennent des gros risques, mais ils sont absolument magnifiques et ils viennent surtout en aide à des familles qui sont extrêmement pauvres, extrêmement peu considérées par le gouvernement, parce que n'ayant pas la carte du Parti communiste. Les gens qui ont manifesté étaient arrêtés, étaient interpellés. Et en fait, cette intervention des citoyens a eu pour effet de faire renoncer le gouvernement à la vente des immeubles pour y créer un centre commercial ou une boîte de nuit. Et maintenant, c'est un jardin. Il n'y a aucune commune mesure entre les atteintes et puis les condamnations. L'économie très dynamique n'a guère de règles, sauf une, se plier au désir et saute d'humeur d'une administration toute puissante. C'est une vieille tradition confucéenne. En Chine, la corruption qui en découle est une constante historique. Ceci expliquerait-il cela? Je prends l'exemple de Taïwan par exemple, qui se base aussi sur le confucianisme, mais il n'y a pas une corruption légendaire à Taïwan. En revanche, au Vietnam, aussi bien qu'en Chine, il y a un parti unique, il y a un sens de démocratie totale, et cela, c'est un terreau formidable pour toute forme de corruption. Tant que vous n'avez pas de tendance politique, tant que vous ne pouvez pas
punir les responsables en place par des élections libres pour avoir une alternance politique, et ben ces gens-là ne risquent rien. De temps en temps, on voit bien certes éclater quelques affaires de corruption au Vietnam, mais très souvent, ça ne s'arrête qu'à des niveaux très très bas en fait, de l'administration. Les vrais responsables politiques, qui sont les premiers à toucher les plus d'argent, ne sont jamais inquiétés. Récemment encore, il y a le scandale de l'entreprise de construction navale Vinachine, qui a perdu près de 5 milliards de dollars, et sur lequel on ne trouve pas de responsables politiques en fait, à punir. On trouve bien des responsables économiques, des gens qui sont au niveau assez subalterne, mais pas des responsables politiques, pour sanctionner en fait, l'absence de bonne gestion d'une entreprise aussi grande qui a mené à la perte de 5 milliards de dollars, qui représente quand même 10% du PIB vietnamien. C'est considérable. Je pense que c'est encore trop tôt pour en arriver à un changement conséquent. Le business est devenu le principal ciment social. Pour gagner de l'argent, la seule condition, c'est d'être membre du parti et d'être prêt à cotiser sur les avantages qui en découlent. Si l'on s'écarte du cadre, politiquement s'entend, la première sanction, c'est d'en être exclu. Ce qui vous sort illico des réseaux d'affaires. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer disaient qu'effectivement, s'ils n'avaient pas la carte du parti, ils ne pouvaient pas accéder à un métier tout à fait respectable et même sans être forcément enviable. Et qu'ils doivent se contenter de petits boulots subalternes, même s'ils sont doctorants. Donc c'est tout à fait inquiétant. C'est tout à fait inquiétant. Mais moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est de voir que le modèle de société qui est proposé post-communiste est un modèle qui finalement vend les personnes. Et c'est très très inquiétant. Moi qui travaille dans le champ problème de la traite des êtres humains, je me dis que là, malheureusement, il y a de cet ordre-là qui se trouve dans la population, des gens qui vont être victimes, vraiment. Il y a une grave crise économique qui est évidemment la conséquence de la crise planétaire qui s'est installée depuis 1997. Vous avez des familles totalement ruinées parce qu'elles ont joué à la bourse, parce qu'ils ont fait de mauvais placements immobiliers, parce que vous avez des dizaines de milliers de faillites qui interviennent dans ce contexte de difficultés majeures. Et donc, toutes les réformes qui devaient avoir été faites ne l'ont pas été, avec cette corruption galopante dont je parlais tout à l'heure, dont également ce népotisme qui est là pour favoriser les amis, la famille, etc. Donc, cette crise, probablement, n'a pas cessé de déployer ses effets. On espère depuis très longtemps qu'il y aura un assouplissement du régime. C'est un régime, au contraire, qui se contracte de plus en plus sur la police. Les blogueurs, tous les réseaux sociaux sont surveillés de près par une police, une cyberpolice qui est omniprésente. Voir ce qui se passe dans la région, de voir que des pays qui connaissent actuellement une forme d'ouverture démocratique, alors que le Vietnam, hélas, n'en connaît pas encore, je pense que les Vietnamiens, ça doit les conforter dans leur combat, dans leur lutte. Et ça doit aussi leur donner beaucoup d'espoir, j'imagine, parce que on regarde des voisins immédiats comme la Birmanie, par exemple, il y a des changements qui sont survenus très rapidement. L'espoir vraiment de voir un pays qui s'ouvre à un système politique différent, démocratique, je crois que c'est resté fondamentalement ça. Mais je tiens à dire que non seulement c'est un pays exceptionnellement beau, exceptionnellement attachant, avec des gens d'une intelligence, d'une finesse, d'une subtilité remarquable, et que heureusement que l'espoir est plus fort que la peur. Au Grand Saconnet, on avait aussi la chance d'avoir le centre œcuménique des églises qui a réussi à récupérer des fragments du mur de Berlin. Et c'est vrai que le jour où politiquement, je crois qu'assez naturellement, quand la communauté vietnamienne est venue nous demander si on pouvait installer une stèle en mémoire de ces boat people, assez naturellement est venue l'idée de relier un peu ces deux endroits qui sont finalement assez proches par une sorte de promenade qu'on a appelée la promenade des libertés, et que notre ami le conseiller d'État François Longchamp a eu le plaisir aussi d'inaugurer avec nous. Ces gens qui ont survécu et qui ont eu la chance de survivre par rapport à ceux qui ont laissé leur vie et qui, dans notre pays, sont venus s'établir, sont venus s'intégrer et aujourd'hui nous offrent leur force, leur
capacité de travail, leur intelligence, leur volonté. Et on a su, un peu de manière détournée, qu'il y a eu quand même pas mal de discussions. Et alors je ne sais pas si c'était des plaintes ou des récriminations importantes, mais je sais qu'il y a eu entre Mission Suisse et Mission du Vietnam sur, par exemple, le fait que le Grand Saconnet accueille cette stèle. Comme nous sommes activement pour les droits de l'homme, que nous sommes très visibles, nous avons des manifestations, nous avons des soirées culturelles, on va dire qu'au consulat, ils savent qui on est et sont les gens ont peur d'être associés à nous, d'apparaître publiquement et puis de ne pas pouvoir rentrer au Vietnam en fait. Ce châle que les Vietnamiens préfèrent au lapin célébré par les Chinois va donc, je suis sûr, porter chance à la cause de la liberté et de la démocratie au Vietnam et d'ailleurs dans d'autres pays du monde. Maintenant tout change en Tunisie, en Égypte, ça bouge. J'espère que ça bouge chez nous aussi. J'espère que ça viendra par une révolution pacifique. Le meilleur, c'est qu'il y a apparemment que 20% de personnes qui ont la carte du Parti communiste et les 80% qui se sont rendus compte que la vie pouvait être autrement, avec un peu plus de démocratie, grandissent, prennent des places et peut-être qu'il y aura une plus juste répartition des pouvoirs, donc un peu plus de démocratie. Des rivalités territoriales et énergétiques opposent Hanoï à Beijing en mer de Chine. Les soutiens de l'ASEAN, de Washington et de Tokyo lui seraient utiles. Mais depuis les élections birmanes, le Vietnam reste le dernier pays non démocratique de l'ASEAN. L'ouverture serait appréciée. Cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá thơm. Hãy làm ngọn gió đổi thay. Hãy làm ngọn gió đổi thay. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. 2 năm qua, hoa chiếc xa 1000 năm làm phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dõi.